Một năm sau ngày chấp chắn, tình hình đất nước đã được ổn định. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã dành cho hệ thống truyền hình quốc tế một cuộc phỏng vấn đặc biệt về lập trường của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đối với việc thực hiện Hiệp định Geneva. What is your opinion or your attitude towards these elections? Mr. Robinson, I have started my position on the Thủ tướng Ngô Đình Diệm tuyên bố Việt Nam đã không ký kết vào Hiệp định Geneva nên không bị ràng buộc bởi hiệp định này, song vẫn trung thành với chính sách hòa bình và sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử nếu có thể tiến hành cuộc bầu cử tự do. But how can we expect to have free election in communist Vietnam? Thủ tướng Ngô Đình Diệm cũng đã nhắc lại những nỗ lực của chính phủ quốc gia Việt Nam trong việc tái định cư gần 1 triệu đồng bào từ miền Bắc di cư vào Nam sau khi Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 1954. And we see no hope for any substantial change of those conditions. The most controversial figure in South Vietnam is President Diệm. He is aristocratic and distant, in some ways more like a monarch than a democratic leader. Diem's regime is frequently criticized, and there have been 2 attempts to overthrow it, the most recent when the palace was bombed early this year. But there is no visible alternative to Diệm, and his worst enemies concede him to be a staunch patriot and an implacable enemy of communism. When Peter Kalischer interviewed him, President Diệm insisted on seeing the questions in advance. Mr. President, do you have a respectable non-communist political opposition in Vietnam? There is not a single one among them who is really democratic. These people of little interest, who talk of waging a war with ifs and buts, are of course very much appreciated by the communists and also by a certain sector of the Western press, which totally ignores the phenomenon of underdevelopment and which believes in a homogeneous world. Done in public relations, I think. There's no doubt about that. There was sort of a cult of the little fellow in the sharkskin suit and the little Mandarin who's going to stop the Reds. And there was a great many articles along this line, sort of Ngo Dinh Diem, our man in Saigon. You have exemplified in your corner of the world patriotism of the highest order. You have brought to your great task of organizing your country the greatest of courage, the greatest of statesmanship, qualities that have aroused our admiration and make us indeed glad to welcome you. I thank you very much. Part of my involvement with Vietnam was to be active in founding the so-called American Friends of Vietnam, a private organization dedicated to the promotion of understanding, spread of information, and support of Diem. I was, in fact, more or less running the organization as chairman of the executive committee. The American Friends of Vietnam was a lobby group set up, I think, about 1955, really to lobby for the Ngo Dinh Diem regime in this country. And I think the particularly interesting thing about it was that it was so much of it, and so many of its more distinguished names were liberal names. People like Max Lerner and Arthur Schlesinger, a Senator John F. Kennedy, people like that. And this gave, of course, the Diem government a very good liberal umbrella. I mean, the sensitivities and the sensibilities of many liberal people who might otherwise have been dubious about that regime were eased off. The Diem regime got, right from the start, I think, the benefit of the doubt. It is on the same plan that the interests of Vietnam are identical with the interests of the people of the free world. It is on this plan that your and our fight is one and the same.
Il est donc sûr maintenant que ces deux hommes sont morts fusillés, le président Diệm et M. New. M. New, que l'on disait le détenteur secret du pouvoir à Saïgon, et qui était le mari de la célèbre Madame New, dont vous n'avez pas oublié, j'en suis sûr, la récente exhibition à Saint-Colonne il y a 2 mois. M. New et M. Diệm sont morts. Et des détails, des informations qui sont parvenues ce soir à Paris donnent cette petite précision que le cadavre de M. New aurait été montré non seulement criblé de balles, mais aussi avec un poignard entre les 2 épaules. Et c'est un petit détail que je vous invite à ne pas oublier dans quelques secondes lorsque vous allez voir et entendre l'interview que, pour la première et la dernière fois, je crois, de sa vie, M. New avait donné tout récemment, il y a quelques jours, à notre confrère de 9 millions, Raoul Goulard. À la suite de ce document, vous verrez également le dernier message de M. Diệm. Je voudrais vous dire qu'en vous présentant ce soir ces documents, bien entendu, Saint-Colonne n'entend pas intervenir ni prendre parti dans les convulsions qui secouent à nouveau l'ancienne Indochine. Simplement, nous nous souvenons parfois que les journalistes peuvent être historiens, et nous avons, dans ce sens, voulu témoigner d'un temps, d'un style surtout, où, de quelque côté, mon Dieu, qu'on regarde, la mort, la violence, l'assassinat politique sont devenus la monnaie courante des grands sentiments. M. Diệm et M. New étaient frères, ils seront restés liés dans la mort comme ils l'avaient été dans la tragédie politique. L'affaire bouddhiste et l'affaire des étudiants ont été montées de toutes pièces et répercutées de façon orchestrée et puissante pour intoxiquer l'opinion intérieure comme l'opinion internationale contre le gouvernement du Sud-Vietnam. Parce que ce gouvernement combat le communisme et parce qu'il refuse d'être un gouvernement poupette. Mais on parle aussi d'un changement de gouvernement après les élections qui ont lieu très bientôt. Par le mouvement des hameaux stratégiques, un mouvement révolutionnaire partant de la base, et il est immanquable que toute la superstructure sera modifiée profondément, avec ou sans élection. On dit que vous pourriez peut-être prendre la tête d'un nouveau gouvernement après les élections. C'est exact? Oh, certainement pas, parce que je n'aime pas la politique. Mais vous avez tout de même un certain rôle politique, puisque vous êtes tout de même conseiller ici à la présidence, et d'autre part, des rumeurs persistantes également disent que l'ambassadeur américain, par exemple, aurait exigé votre départ. Je pense que tout cela est exagéré. Et tout cela, c'est de la polémique. Mais le hasard de la guerre et de la révolution m'ont placé dans une situation que je n'ai pas cherchée. Cela est certain. Et que si la situation va mieux, je me retirerai de la politique avec beaucoup de joie. J'aimerais vous poser une question plus personnelle encore, monsieur le conseiller. Votre famille et vous-même avez été violemment attaqués par la presse internationale et singulièrement par la presse américaine. Quelle est votre réponse à ces critiques? Je pense que ça dépend du point de vue. Des points de vue occidentaux, des occidentaux, parfois on voit les choses sous un autre jour. Monsieur le conseiller, vous êtes donc parfaitement insensible à toutes ces critiques violentes parfois. Il faut bien mettre sa tête dans le frigidaire quand on est dans une telle situation. Il faut avoir beaucoup d'estomac. Monsieur le conseiller, vous combattez le Viet Cong, vous combattez le communisme. Pourquoi êtes-vous anticommuniste? Je suis anticommuniste au point de vue doctrinal. Je ne suis pas anticommuniste au point de vue politique ni au point de vue humain. Je considère les communistes comme des frères qui sont égarés. Et je ne suis pas du tout pour une croisade contre le communisme, parce que nous sommes un petit pays et nous ne demandons qu'à vivre en paix. Il faut que cette paix-là soit un progrès. Et au
point de vue liberté comme au point de vue de progrès économique. Et si c'est une paix du tombeau, cela n'a aucune valeur. Monsieur le Président, vos amis disent que vous êtes un patriote vietnamien et que vous avez consacré votre vie au service de votre pays. Avez-vous le sentiment, Monsieur le Président, d'être investi d'une mission particulière? En ce moment, chaque Vietnamien, et non pas seulement moi, est investi d'une mission particulière pour le salut de la patrie. Je sais qu'il y a pas mal de Vietnamiens parmi les classes dirigeantes, ainsi que leurs enfants, qui refusent d'assumer ce destin total de la patrie et qui se contentent de travailler pour leur propre compte dans des secteurs très éloignés du front, qui en ont mauvaise conscience quand même, et qui cherchent à étouffer cette mauvaise conscience par des critiques, à justifier leur lâcheté et leur égoïsme par ces critiques, surtout quand ces critiques trouvent une oreille bienveillante dans la presse occidentale.